C'est incroyable qu'en fait, mon retour à la pratique, il a commencé par une perte de feeling. En fait, les marchés financiers, faut comprendre, j'arrivais à 7h30 et jusqu'à 17h30, 18h. Partir à 14h le vendredi, c'est un vrai défi. Mais là, dans ma tête, c'était clair. Il n'y a pas. S'ils veulent me virer, ils me virent. C'est vrai qu'on a eu des belles histoires. On a réussi, grâce à cette journée, à mettre les filles à pas mal de gens célèbres. Et voilà, t'as aussi toutes les Miss France qui sont là ce jour-là. Souvent, t'as la Miss France qui vient tout le temps. Je comprends pas, quoi. Tout le monde est trop content de voir Miss France. Enfin, moi, j'en ai rien à faire de voir Miss France. Enfin, au contraire, je préfère juste rester cordial, envoyer une bonne image, mais ça s'arrête là. Donc, comment je vais faire pour ne pas être piégé dans ce système où, en fait, tu dois aller sortir, tu dois être un peu copain avec eux et tout, mais alors que c'est compliqué pour moi. C'est pas un monde, c'est pas du tout le monde dans lequel je peux être. Donc, je me dis, il y a un truc qui est facile, c'est d'être le meilleur. Si t'es le meilleur, c'est pas difficile. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Business et Emouna. On reçoit Maxime Dorfman, un as de la finance qui a été trader à Londres dans une des plus grandes banques du monde, à JP Morgan, où il a été senior et où il a décidé de revenir à Paris pour devenir broker. Alors il va nous raconter l'envers du décor du métier difficile de la finance. Il va nous montrer surtout comment un métier aussi difficile, il a réussi à se renforcer dans la Torah et les mitzvot et comment il a su en faire sa force au point de devenir aujourd'hui responsable dans une synagogue dans le 17e et être celui qui renforce un maximum de personnes dans la finance aujourd'hui. Alors bonjour Maxime. Salut Ariel. Alors, comme je disais, tu as fait tchouva pendant ton parcours, mais tu peux nous dire avant ça, parce qu'aujourd'hui tu as le chapeau, tu as les titis, l'équipage, mais avant ça tu n'étais pas religieux. Alors, dans quel environnement tu as grandi et quel genre d'enfance tu as eu? Ouais. Donc, moi j'ai grandi dans l'Ouest parisien, jeune famille ashkénaze. C'est rare à Paris, mais c'était le cas à 100% ashkénaze. Mon père était enfant caché pendant la guerre, donc il m'a eu assez tard, bon, Hachem. Et donc j'ai grandi dans un milieu juif, mais traditionnel moins, on dirait. J'aime pas trop classifier, mais c'est comme ça qu'on le dirait aujourd'hui. Donc chez nous, c'était vraiment très basique. L'idée globale, c'était il faut être fier d'être juif, mais c'est à peu près tout. Et en fait, c'est un peu ce qui a bercé mon père. Mon père, il est né en 1937. Il a vécu la guerre. Il était enfant caché dans un orphelinat goy. Donc, petite anecdote, tu vois, quand il était petit, il voulait curer dans la marine, mon père. Donc, en fait, il se rendait même pas compte. Et son père était pratiquant. Ils habitaient Paris, ils habitaient vers la rue Cadet, rue Richer, etc. C'est le quartier juif à l'époque. Et donc, quand il retrouve ses parents après-guerre, bon, évidemment, il comprend qu'en fait, il est juif. Et donc, forcément, ça a marqué un petit peu l'histoire de ma famille. Le côté, on est juif, on peut pas oublier ça, on peut pas s'assimiler parce qu'ils ont voulu nous détruire. Donc ça, c'est un peu le rapport de mon père. Mais forcément, comme le dit le Rabbi Levovitch, on parle souvent que les gens qui ont vécu la guerre, c'est des sadikim, on peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu. Donc en fait, moi j'ai beaucoup de respect pour mon père de ce qu'il a vécu. C'est vrai que ça a beaucoup bercé mon enfance, on en parlait beaucoup, ça m'intéressait beaucoup, les histoires. Une fois, machin, ils étaient cachés dans un rocher, le chien n'a pas fait le tour. Enfin, tu vois vraiment la main d'Hachem dans beaucoup d'événements qui ont fait que, ma famille, on n'a pas été trop touchés. Mais donc, forcément, ensuite, la pratique, c'était plus compliqué. Je pense à une anecdote sympa à raconter, même si je suis pas venu parler tellement de tchouva, je veux plus parler du business, parce que c'est ça ton podcast. Tu vois, le vendredi soir, mon père, à l'époque, il faisait kidouche sur du Porto. C'est un vin taref. Et juste, il le prenait parce qu'il était sucré, il se rappelait qu'il fallait prendre du vin un peu sucré. Mais à Paris, après-guerre, les gens s'en rendent pas compte, il y avait très peu de vin cachère. Il n'y avait pas de pratique, il y avait pas encore le monde nord-africain n'était pas encore arrivé, et en fait, c'était très difficile. Et donc, en fait, c'est drôle pour moi de se dire que, parce qu'il a maintenu un kidouche sur du vin pas cachère, et donc évidemment, il fallait pas le faire. Mais malgré tout, les chemins de Dieu, on peut pas les comprendre, et on va voir à travers les différentes anecdotes, je pense que je vais te raconter aujourd'hui, que, au final, aujourd'hui, je suis chabad, je suis froum, je suis engagé, enfin, j'essaie d'être un bon juif, on va dire, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, froum, pas froum, mais en tout cas, j'essaie d'être un bon juif. Et tout ça parce que mon père, il a quand même maintenu la tradition. Et voilà, donc je lui rends hommage tous les jours. Mais toi, quand il t'a raconté ça, justement, ça t'a pas mis un blocage par rapport à la religion, de savoir qu'il y a eu 6 millions de morts, qu'il y a eu une histoire comme la Shoah? Très honnêtement, moi, je peux pas expliquer. J'ai toujours eu une assez grande foi en Dieu, même si je pratiquais pas. Donc en fait, je pense... ma mère, par exemple, ma grand-mère, elle avait toujours le nom de Dieu à la bouche. Elle n'était pas pratiquante, mais elle disait toujours merci mon Dieu, grâce à Dieu. Et en fait, je pense que quand on élève les enfants dans ce contexte, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Baal Shem Tov qui en parle, qui voyageait dans toute l'Europe centrale pour entendre un juif dire Baruch Hashem, que déjà ça c'est un monde entier. Et en fait, j'ai grandi ça. Donc pour moi, en fait, je pense que je me suis jamais posé la question de Dieu parce que j'entendais le mot de Dieu à la maison très souvent. Merci mon Dieu, grâce à Dieu, Dieu merci, tout va bien. C'est des choses que j'entendais souvent à la maison. Et donc en fait, je me suis jamais posé la question de Dieu. La seule chose, c'est que la pratique, c'était pas quelque chose de forcément courant chez moi. Mais comme j'ai eu quand même la chance de grandir ensuite dans un contexte avec beaucoup de gens qui étaient plus traditionnels, on va dire, ou traditionnels, on va dire, intermédiaires.
Donc je les voyais pratiquer. Et puisque moi j'avais cette croyance en Dieu, bah, je me suis dit, bon, je sens qu'il y a Dieu, je sais qu'il y a Dieu, je sens qu'il fait des efforts pour moi, il faut que je fasse des efforts. Donc en fait, moi, mon chemin de tchouva, c'était toujours de dire, je sens que Dieu fait des efforts pour moi, il faut que je fasse des efforts pour lui. Et après, ensuite, donc, tout le reste. Donc t'étais pas en école juive, non? Non, j'étais pas en école juive. Okay. Je suis allé donc dans un lycée de bon niveau, on va dire, puisque c'est ça que mes parents aient privilégié. Pas juif, avec beaucoup de juifs quand même. Donc j'ai toujours baigné dans un milieu juif, mais jamais dans un milieu pratiquant. Enfin, très peu. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai un ami qui a fait tchouva et il m'a dit, est-ce que tu veux mettre les tefilines? Et moi, je les avais pas mis depuis m'avoir mis entre 13 ans et 16 ans, j'ai pas mis les tefilines une seule fois. Et je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, allez, ok, on les met. Il a insisté 1, 2, 3 fois. Bon, puis je me suis senti bien. Le lendemain, il m'a dit, on les remet, on était en vacances ensemble en Floride. C'était un camp de tennis. À l'époque, quand j'étais jeune, je voulais être tennisman professionnel. Et donc, on était dans un camp de tennis en Floride. Et le lendemain, il me dit, remets-les. J'ai dit, ah là, tu m'as saoulé, n'exagère pas, ça va. Finalement, 2, 3 jours, et je commence à les mettre. Finalement, je les mets tous les jours. Et puis là, je me dis, bon, si déjà je mets les tefilines, peut-être faut manger cachère aussi. Donc, je me dis, allez, j'arrête de manger. Parce que chez nous, faut comprendre, chez nous, c'était pas cachère birchlal. Que c'était vraiment, c'était juste, voilà, tu vois, Pessar, il n'y a pas de pain, quoi. Mais, et encore une fois, il faut comprendre que dans un monde après-guerre, parce que ma mère aussi, elle est née juste après la guerre, dans un monde après-guerre ashkénaze, c'est normal. C'est pas, il n'y a pas le côté genre quoi, mais tu peux pas, je sais pas moi, tu peux pas ne pas faire le ménage de Pessar à fond, tu vois. On faisait un ménage de Pessar à d'autres niveaux. C'est-à-dire, ma mère, elle rangeait les trucs, ramettes, etc. Mais voilà. Et encore une fois, comme je dis, c'est important de se rendre compte que tous ces petits efforts, ils ont quand même produit quelque chose au final. Et donc il me dit, mais les tefilines, etc. Et donc je commence à les mettre, je rentre donc de ces vacances et je dis à ma mère, et ça c'est son mérite. Vraiment, je le dis toujours à mes parents que ma tchouva, c'est grâce à eux. Parce que même si ils croient qu'en fait, il s'est passé quelque chose, etc., moi, il faut comprendre, dans ma tchouva, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas eu un moment où il m'arrivait un truc difficile, triste et tout, pas du tout. J'ai toujours eu une vie très agréable, vraiment, merci mon Dieu. Je réussissais bien dans mes études, j'avais plein de copains, je faisais du sport, enfin, vraiment tout normal. Mais j'ai voulu choisir mon chemin. J'ai voulu choisir un chemin. J'ai voulu essayer de dire oui à quelque chose. Ce quelque chose, c'était Dieu. Et donc, quand je suis rentré de ces vacances, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, maintenant, je veux manger cachère. Elle m'a dit, ah, attends, non, bah, tu te débrouilles. Et puis 2 secondes après, elle m'a dit, bon, ok, allez, il y a le boucher cachère en bas, je vais aller t'acheter la viande, etc. Ça, c'est un peu le début. Et finalement, c'est que, je sais pas, peut-être 15 ans après que je me suis rendu compte, je me dis, c'est incroyable qu'en fait, mon retour dans la pratique, il a commencé par une paire de tefilines. C'est ça. Voilà, c'est pas un secret pour tout le monde que nous, les Lubavitch, on insiste beaucoup pour aller mettre des tefilines dans la rue, etc. Et en fait, je me suis rendu compte après, j'ai dit, c'est incroyable, j'ai mis les tefilines. Et après, parce que je voulais essayer d'être cohérent un petit peu avec cette mise de tefilines, j'ai dit, bah, je vais manger cachère. Après, l'étape d'après, c'était de dire, il faut que je respecte mieux mes parents. Je trouvais que j'étais un petit peu, j'étais un enfant sage, mais je voulais respecter plus mes parents. Enfin, c'est aussi eux qui m'ont dit, nous on t'aide, mais toi, tu dois vraiment insister là-dessus. Ça, c'était un petit peu le chemin. Donc, dans une recherche de cohérence, et tout s'est déroulé ensuite sur de nombreuses années. Après, il y a eu 2 étapes, peut-être on en parlera après, mais... Ok, donc là, tu te lances dans les études, tu fais la fac. Comment ça se passe Donc, en fait, je passe le bac. Mon père a toujours voulu que je fasse HEC. Mes 2 parents, ils sont médecins. Moi, j'aurais bien aimé être médecin. Et mes parents, ils m'ont dit non. La petite histoire, c'est qu'on voit encore les traumatismes de la guerre. Mon père, il a dit, tu peux pas faire un métier qu'on peut pas exporter. Okay. Un juif, il doit pouvoir partir à chaque instant. Donc, il m'a dit, je veux que tu sois dans le business. Donc, il m'a dit, je veux que tu fasses HEC. Alors, juste pour contextualiser, HEC, c'est une grande école de commerce. Voilà. La plus grande école de commerce d'Europe, qui est en France. Exactement. Et donc, il m'a mis ça en tête, en fait, depuis que je suis petit. Et papa, si tu me regardes vraiment, ne sois pas triste, mais c'était un peu du lavage de cerveau, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, t'entends HEC, donc je finis mes études, et donc je fais une prépa HEC. J'intègre une bonne prépa, un peu par chance. J'étais toujours un élève correct, mais un peu... J'étais un feignant contrarié, mon père il dit. C'est-à-dire que je travaillais parce que j'avais des objectifs à atteindre, mais j'aimais pas trop travailler. Mais les objectifs devaient quand même primer, donc finalement j'arrive à intégrer une bonne prépa. Et je fais ma prépa HEC, et puis là, mon premier choix fort, on va dire, dans ma carrière, c'est de dire au bout de 6 mois, alors que tout se passait bien, on est finir les concours blancs du premier semestre, j'avais eu des bonnes notes, etc. Je pars en vacances et je rentre et je dis à mon père, écoute papa, j'arrête la prépa. Donc moment très difficile pour lui. En fait, il y avait un cours et le prof dit, écoutez, vous savez, HEC, Dauphine, tout ça c'est pareil. Dans ma tête, je me dis, vraiment, est-ce que 3 lettres sur un CV, HEC, c'est aussi important? Encore une fois, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont fait HEC,
Vraiment, je ne connais pas. Puis finalement, je suis pas allé. Je suis sûr que c'est une très très bonne formation. Mais j'ai voulu affirmer un choix fort de dire, je pense pas que la vie, ça se résume à 3 lettres sur un CV. Et donc, j'ai fait une petite mini rébellion, on va dire. J'ai dit, j'arrête. Et donc là, tout de suite, ma mère, qui a eu un bon sens pratique, m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit, je veux être avocat. Parce que j'adore argumenter avec les gens et essayer de les convaincre. Déjà rabattre dans l'âme. Hein? Je sais pas, mais en tout cas, j'adorais ça. Et là, ma mère, elle me dit, t'es sûr que tu veux être avocat? T'es sûr que tu veux pas plutôt aller à Dauphine? Et qu'en fait, c'est un peu des excuses pour assumer le fait que t'arrêtes la prépa. Je réfléchis. Et voilà, le sixième sens des mères, je dis, ok, t'as raison, je vais essayer de retourner à Dauphine, parce que j'avais été accepté à Dauphine après le bac, mais j'avais laissé ma place. Donc là, 6 mois de stress, mes parents qui savent pas ce que je vais faire, etc. Moi, c'était une bonne période de ma vie, je fais beaucoup de sport, j'ai fait des rencontres, voilà, c'était agréable, j'ai pas perdu mon temps. Finalement, je suis prêt à Dauphine, donc je recommence à Dauphine en première année. Mais le passage par la prépa, il me sert quand même à me dire, il faut être méthodique, il faut travailler dur. Et donc, dès que je rentre à Dauphine, je vise le meilleur diplôme que je peux avoir dans cette filière de Dauphine, qui était à l'époque ce qu'on appelait le magistère. C'est-à-dire qu'en fait, à Dauphine, soit tu fais 4 ans, donc à l'époque ça s'appelait maths et éco-G, je crois que ça a changé de nom. Mais en gros, soit tu fais des maths, soit tu fais de l'éco avec des maths. Moi, j'étais pas un matheux, j'étais plutôt un gars qui était bon en maths pour un économiste, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas que je suis bon en économie non plus. Mais en tout cas, donc je fais ce chemin. Et je me dis, il faut tout de suite que je viens de prépa. Je sais, je peux pas être un peu comme ça à la cool à Dauphine. Donc je vise ce qu'on appelle le magistère. Parce que ça, la sélection, elle se fait en 3e année, après 2 ans donc de bonnes notes. Donc je vise le magistère, je suis prêt en magistère. Une fois que j'ai un magistère, je suis pas super épanoui dans ce diplôme. Je trouve que c'est un peu beaucoup de matières de finance qui servent un peu à rien. Et là, en fait, j'ai ma première HGRapratite, on va dire, forte. En tout cas, que je renais pendant HGRapratite, donc Providence Divine, où vraiment on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a conduit sur le chemin. C'est qu'en 2e année, déjà, je me fais un très bon copain qui me dit vraiment, être trader, c'est le top et tout. Et lui, il avait déjà commencé, il avait fait des stages de trading, etc. Juste, tu peux expliquer ce que c'est être trader Donc, être trader, c'est un des acteurs principaux, on va dire, des marchés financiers. C'est celui qui, en fonction du produit qu'il va traiter, mais c'est celui qui intervient sur les marchés financiers pour acheter et pour vendre, on va dire, des produits financiers, simples comme complexes. Et donc, mon ami me dit qu'il faut faire des stages très tôt. Donc, j'ai la chance d'avoir un stage très tôt en finance. Je lui dis salut s'il nous regarde. C'était un cousin à moi qui s'appelait Frédéric, qui m'a eu un stage dans une branche de la Société Générale qui faisait des investissements alternatifs, donc ce qu'on appelle les hedge funds. Okay. Je fais pas grand chose, mais concrètement, je mets une ligne sur mon CV, et donc ça me rend service. Et puis finalement, là, je rencontre un ami à moi. J'avais de la chance d'avoir des amis qui étaient un peu plus âgés, qui me dit écoute, si tu veux être trader à Paris, un gars qui a pas fait Polytechnique ou Centrale, il sera pas trader. Les banques françaises, elles veulent pas. Je dis, mais moi, je comprends pas. Je dis, c'est ridicule, pourquoi? Peut-être je serai un bon trader. Il me dit non. Il me dit, si tu veux être trader, il faut aller à Londres. Parce que la mentalité anglo-saxonne est très différente. Et tu verras que là-bas, tu peux trouver des gens qui ont fait de l'histoire de l'art et une fille qui a fait l'histoire de l'art, qui sait même pas faire de maths, qui sait pas faire une intégrale, qui sait rien faire. Et on va lui dire, écoute, t'as un don, t'as un rouge pour le trading, on te prend. Donc il me dit, il y a un processus qui s'appelle les Summer Internship. Et c'est la voie royale pour intégrer les banques anglo-saxonnes ou même françaises à Londres. Et donc cette rencontre, elle était très importante. Et en plus, il a été sympa. Dans mes souvenirs, c'était lui, ou peut-être il y en avait un autre. En fait, c'est comme un mini-concours. Tu as un mini-concours d'entrée dans une banque. Et en fait, le processus, il est très codifié. Tu as des espèces de questions comportementales auxquelles tu dois répondre. On est comme des mini-dissertations. Tu as des tests de logique qui t'emmènent ensuite à des entretiens. Mais c'est très dur d'arriver déjà aux entretiens parce qu'il y a peut-être 5000, 6000... Il y a des milliers de gens qui veulent appliquer. Et donc, en fait, il faut être très méthodique. Donc, la première année, j'arrive, je postule tard, je m'y connais pas trop, j'arrive à gratter un entretien téléphonique avec la Deutsche Bank, et ça s'arrête là. Donc, je comprends que je suis pas assez à la ligne, je suis pas assez au fait de ce qui se passe. Et lui, il me donne des dossiers déjà préparés de gens qui ont élaboré des réponses types, des questions types, etc. Et je commence à les travailler, et les travailler. La 2e année, je repostule partout. Et j'ai pas grand chose, sauf ce que je pensais être et ce qui peut-être est la plus grande banque au monde, qui s'appelle Goldman Sachs. C'est sûr. Alors juste pour contextualiser, il y a les 2 plus grandes banques du monde, c'est Goldman Sachs et JP Morgan. C'est un peu les 2 grosses banques où tout le monde veut rentrer. Et en fait, c'est comment ça se passe le processus, tu me dis si je me trompe. Hein. Mais en gros, il y a un Summer Internship,
C'est le stage pendant les vacances d'été. Et si on arrive à intégrer ce stage, et ben directement après, normalement, ils nous recrutent en tant que trader directement là-bas. Donc en fait, tout le monde veut rentrer dans ce stage. Et donc là, tu étais dedans avec des milliers de candidats. Voilà, donc en fait, comme je t'ai dit, je découvre ce processus qui est la voie royale pour devenir trader à Londres, par Ashgara, parce que ce copain il m'en parle. Et donc je rentre à fond dedans. Pour te dire, j'étais tellement obsédé que je me rappelle la nuit, à l'époque on avait des BlackBerry. Je sais pas si tout le monde a connu, tous les étudiants ont connu, mais le BlackBerry, il y a un petit voyant rouge. Dès que tu reçois un message, ça clignote en rouge. Et la nuit, avec un de mes très bons amis qui lui aussi est devenu trader, on se réveillait la nuit à 3h du matin pour regarder s'il y avait un voyant rouge, pour voir, parce que comme les banques parfois elles sont basées aux États-Unis ou quoi, elles te répondent à 3h du matin, genre bonjour, vous avez été sélectionné pour les entretiens. Je me réveillais 3-4 fois par la nuit, j'étais vraiment presque obsédé. Je ne conseille pas aujourd'hui de vivre le travail de cette façon-là, d'un temps obsédé, mais en tout cas, j'avais un objectif à atteindre. Et finalement, donc la deuxième fois, donc, je suis à Dauphine donc en 4e année, et je suis pas retenu par aucune banque, sauf la plus grosse, Goldman Sachs, pour les entretiens. Et la petite histoire, c'est que je suis au Cotel, et je prie pour justement avoir quelque chose, il me reste pas beaucoup de banques, et je sors du Cotel et je reçois un mail de Goldman Sachs, bonjour, vous êtes convoqué au premier round d'entretien, premier tour d'entretien. Je dis bon, il y a peut-être quelque chose. Finalement, je fais l'entretien. Non, c'était pas téléphonique. Eux, c'était sur place. C'était à l'hôtel ancien Hilton, aujourd'hui hôtel du collectionneur. C'était là-bas les entretiens. Et je passe le premier tour, donc. Je passe le premier tour, ça se passe bien. Et donc, ils me convoquent pour ce qu'on appelle le final round, dernier tour d'entretien. Donc là, tu te dis, bon, là, il faut vraiment pas se planter. Et petite anecdote drôle. La veille d'entretien, je rêve que j'ai un copain à moi qui travaille là-bas à Londres, qui me fait passer l'entretien. Je me dis bon. Et autant on dit que dans la Torah qu'il faut pas croire dans les rêves, etc. Mais malgré tout, j'ai rêvé de ça. Et le lendemain, j'ouvre la porte du premier entretien et je vois ce copain à moi. Je sais pas s'il regardera la vidéo, je sais pas s'il se rappellera de ça, mais en tout cas, il me fait l'entretien. Et la première chose qu'il me dit, c'est écoute, j'ai vu ton nom, donc ça devait être mon collègue. C'était entre lui et son collègue sur l'équipe qui devait faire cet entretien-là. Il me dit, je l'ai pris pour te prendre. Il me dit, bon, je vais pas te faire l'entretien, je sais que t'es bon et tout, mais je vais te donner des conseils. Je fais les 2 entretiens, donc il y a 3 entretiens. Et ils te mettent des notes. Et en fait, ensuite, ça crée un classement et t'es pris ou t'es pas pris. Donc lui, il m'a mis, 19 partout. Je me dis, bon, là, quand même, j'ai des grandes chances. Les 2 entretiens se passent bien. Je rentre à Paris, je suis un peu lessivé, j'ai passé la journée à Londres, etc. pour les entretiens. Et puis, je me dis, bon, si Dieu veut, je vais avoir Goldman Sachs. Le mois passe, les semaines passent, pas de réponse. Je finis par décrocher mon téléphone, j'appelle les RH. Et je dis, nous, comme on dit, je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, écoutez, vous êtes sur liste d'attente, vous êtes 3e sur liste d'attente. Je me dis, bon, ok, allez, j'espère. Finalement, j'ai pas été appelé. Là, mon monde, il s'effondre. Tellement d'énergie, se réveiller la nuit, réviser les entretiens, les questions, je connaissais tout par cœur. Surtout que c'est l'opportunité d'une vie, ça change la carrière totalement de faire un... À cette époque, c'est ce que je pensais. Et donc là, je suis un peu, pas dévasté, mais je me dis, ce qui est dommage, c'est, voilà, j'ai raté Goldman Sachs. Il y avait une rumeur qui disait que quand tu n'étais pas pris dans une banque, ils ne te reprenaient pas. Donc je me dis, je vais repostuler l'année prochaine. Moi, je ne lâche pas l'affaire. L'année prochaine, je vais refaire les summer internship. Et donc je me dis, il me reste une dernière chance parce que certaines banques acceptaient que tu postules même si tu étais en dernière année. Sauf que là, je me dis, pareil, ma visibilité, elle n'est pas bonne, il faut que je change de diplôme. J'en ai marre de ce magistère, ça ne me donne pas assez de visibilité. Et encore une ashgaha, encore un petit clin d'œil, un petit cadeau de Dieu, en gros. Le master le plus connu pour la finance de marché à Dauphine s'appelle le 203. Beaucoup de gens qui le connaissent. C'est le master qu'on appelle des traders. C'est plus dur à avoir aussi. Je sais pas si c'est le plus dur, mais c'est censé être un des plus difficiles, effectivement. Et c'est celui qui a créé beaucoup de traders par la suite. Et en fait, normalement, quand tu as fait le magistère, tu peux pas aller en 203. Il y a un espèce d'accord commun que voilà, on prend pas les élèves de l'un à l'autre. Sauf qu'il y a eu la crise de 2008. Le master, il avait fermé. Parce qu'en fait, ils ont dit, avec la crise, on va pas pouvoir faire sortir des élèves qui n'ont pas de job. Donc, pendant 1 an et demi, je crois, ils ont fermé. Et quand ils réouvrent, c'est une nouvelle directrice. Et peut-être elle était moins au fait de ces règles, etc. En gros, moi, j'applique, en anglais on dit apply, je postule en tant que candidat, non pas de magistère, mais de master d'économie appliquée. En fait, elle avait un double diplôme avec le magistère. Et donc, moi, je suis un petit peu en douce comme ça. Même si elle avait vraiment cherché, elle voit que je suis au magistère. Mais en tout cas, elle me fait l'entretien. J'avais fait mon année de césure en structuration à la générale, donc j'ai appris beaucoup de choses, etc. Et elle me prend. Et donc là, je suis content. J'ai le meilleur diplôme de Dauphine, a priori, pour être trader.
tout avance quand même sur un chemin sympa, on va dire. Mais il me faut toujours ce summer internship. Et donc, arrive la 5e année, le jour où ça ouvre les candidatures, j'envoie ma candidature partout. En 2 jours, j'avais postulé partout, etc. Et là, j'ai JP Morgan en français, JP Morgan en anglais, qui m'appelle pour les entretiens. Donc, je fais à peu près, dans mes souvenirs, je crois que je fais 14 entretiens. Toute la journée, ça s'arrête pas. Et puis voilà. Encore une fois, pour la petite anecdote, le première personne que je vois quand je rentre dans la banque, c'est quelqu'un avec une kippa. Je sais pas s'il est dans les équipes qui vont m'interviewer ou qui vont me poser des questions ou pas, mais en tout cas, bon, je fais des entretiens et finalement, je suis retenu. J'ai appris par la suite qu'en fait, ils avaient déjà pris les candidats qu'ils avaient besoin, mais un des messieurs à qui je rends hommage, qui s'appelait Salomon Sebag, qui était un des chefs de l'équipe, qui est maintenant, je crois que maintenant il donne des cours de finance à l'ESCP d'ailleurs à Londres. Il a bien aimé mon profil. Il était même pas sûr que j'étais juif, c'était même pas tellement ça, etc. Mais il a dit allez venez on le prend en plus. Et puis sur le allez on venait on le prend en plus, j'ai eu le summer internship. Donc ils m'ont appelé pour me dire que je l'avais, j'étais super content. Donc après ton année elle est, tu vois, t'es en master, tu sais que t'as déjà ton summer pour après l'été, donc pour l'été, donc t'es tranquille. Pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que si on revient à Goldman Sachs, quand j'ai pas été pris, je me suis dit bon c'est fini, j'aurais jamais mieux. Et les gens me disent mais non mais attends tu verras. Je dis mais c'est pas possible, il y a pas mieux que Goldman Sachs. Et quand j'ai l'offre JP Morgan, je me dis c'est incroyable. En fait, il y avait mieux. Voilà, il y avait mieux. Et c'est vraiment honnête parce que Goldman Sachs, déjà le summer il est très dur. Il y a une petite anecdote, c'est qu'on appelle le summer avec la chaise rouge. Chacun a une petite chaise portable rouge. Et t'as pas de place fixe comme moi j'avais. Tu vas sur tous les desks et tu te fais poser des questions dans tous les sens. À 6h du matin, tu dois faire des résumés des actualités financières, des questions de maths, des questions de logique. Les questions typiques, combien de balles de ping-pong tu peux mettre dans un avion, comme ça, à 6h du matin. Bon, enfin, des trucs comme ça pour voir comment tu raisonnes toute la journée. Chez JP Morgan, c'est plus cool parce qu'eux, ils savent déjà que c'est un profil qu'ils aiment et qu'ils veulent offrir un job, a priori. Donc, voilà. Première fois où je dis, voilà, j'ai grogné. En fait, il faut vraiment rester Bémouna, il faut se rendre compte que Dieu gère le monde et que j'ai eu exactement, à ce moment de ma vie, ce que je pouvais rêver d'avoir. Avec évidemment de la détermination, etc. Mais en tout cas, ça c'est mon arrivée chez JP Morgan. Incroyable. Et du coup, là, tu arrives à Londres, tu vas travailler à Londres. Comment ça se passe? Parce qu'on n'imagine pas dans quel contexte ça se passe, la finance, surtout quand on commence. C'est des horaires incroyables, c'est beaucoup de travail. Comme tu as dit, c'est tout le temps de la réflexion. Donc, comment ça se passe? Comment tu vis ça? Moi, j'avais la chance que un de mes meilleurs amis qui m'avait poussé, celui qui m'avait poussé à être trader au début, il avait fait justement le Summer Internship de Goldman Sachs. Et tu vois, ça avait été très dur. Il avait presque eu le job. Sur 2 équipes, il voulait prendre, il l'avait pas gardé. Mais donc, il était à Londres 1 an avant moi, donc je savais déjà bien comment ça se passait. Ce qui était sympa aussi, c'est qu'on allait faire une coloc ensemble. Et voilà, je sais que c'est intense. Je l'ai vu pendant le summer. Je suis très tôt. Quand je raconterai plus tard. Donc, ensuite, j'ai décidé de partir de Londres. Ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce que je suis content de ne plus me lever aussitôt. Et je suis arrivé à Paris, c'était les slichots. Et finalement, j'ai recommencé à me relever aussitôt. Et j'ai gardé ça tout le temps. Mais à Londres, en gros, je me levais après à 5h40 tous les matins. Un truc que je t'ai pas raconté qui était marquant, qui est très sympa, c'est qu'en fait, dans les banques à Londres, il faut comprendre que la culture est très différente, la culture anglo-saxonne. Et donc, en fait, chez Crédit Suisse, qui était donc une banque suisse mais basée à Londres, il y avait un office de charrerie tous les matins avec un Sefer Torah. Et donc, en fait, j'arrive en summer internship et on me parle de cet office. Et en fait, on me dit même, bah, écoute, c'est bien, va là-bas, tu vas faire des contacts. Et en fait, j'ai commencé à être régulier au minyan du matin par cet office. C'est-à-dire qu'en fait, je me levais à 5h40. J'arrivais pour 6h30, donc charrerie, c'était à 6h30. Moi, à l'époque, j'étais pas encore très fluide dans la prière du matin. Je faisais, tu vois, je sautais un peu les psukédésim à certains trucs et tout. Et j'ai vraiment appris à être un peu plus, sérieux dans la prière du matin, à cet office dans la banque, donc chez Crédit Suisse, où on avait Sefer Torah, on avait une très bonne ambiance, vraiment des souvenirs incroyables. Et donc après, je filais à la banque depuis Shacharit le matin. Et donc ça me faisait me lever encore plus tôt. Donc je me levais à 5h40. Voilà, t'as des horaires intenses. Clairement, c'est un monde qui est intense. C'est un monde qui est intense, mais moi, c'est ce que je recherchais. Ok, à ce moment-là, t'avais quel niveau de religion? Parce que dans un monde aussi intense, comment on fait pour être un juif religieux? Ça doit être difficile. Tu me dis la prière, d'accord, mais après, il y a tout ce qui est l'étude. Ouais. Tout le reste, c'est très difficile. De poser Shabbat. En fait, moi, donc, comme je te dis, j'ai commencé le chemin quand j'avais 16 ans. Et c'était un chemin décousu, parce que la chance qu'on a dans le judaïsme, c'est qu'en fait, il faut attraper tout ce qu'on peut.
Donc en fait, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé à manger cachère avec les filines, j'ai même dit je vais faire Shabbat. Mais j'étais en école non juive. J'avais cours le samedi matin. Comment je faisais pour... Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je fais Shabbat que le vendredi soir. Donc le vendredi soir, j'étais chez moi, je touchais pas à la lumière, je touchais pas à mon téléphone et tout. Mais le samedi, j'allais à l'école. C'est des trucs que d'autres religions, ou même chez nous, parfois, vont dire mais c'est complètement incohérent. Mais il n'y a pas ça dans le judaïsme. Chaque effort que tu fais pour Dieu, il est comptabilisé. Évidemment que aujourd'hui, je ne recommande à personne de faire ça. Et que quand moi, on me pose la question, aujourd'hui, voilà, il y a un petit noyau de gens plus jeunes que moi qui ont fait le même lycée que moi, à qui je donne des cours une fois par semaine. Et donc je leur raconte mon passage, etc. On parle de ça. Moi, je ne leur recommande pas de faire tout ça. Mais malgré tout, il y a un message qui est de dire chaque effort que tu fais, il est comptabilisé par Dieu. Et tout ce qu'il y a à attraper, il faut l'attraper. Ça, c'était d'ailleurs vraiment c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu chez Chabad, la chita du Rabbi Lubavitch, c'est vraiment ça, de dire toute la lumière qu'on peut mettre, il faut la mettre. Donc en fait, quand je suis arrivé chez JP Morgan, c'était important pour moi la religion, mais j'étais incohérent. J'étais incohérent. On est tous incohérents. Je le suis encore aujourd'hui, mais je cherche une cohérence en tout cas. Et je la cherchais peut-être un petit peu moins à l'époque. Donc typiquement, j'allais à la Tfila le matin, Kriyat Torah et tout, mais je faisais pas Shabbat. Par contre, je faisais Shabbat de temps en temps. Rosh Hashanah, je faisais pas Sukkot. C'était très décousu comme ça, un peu attraper tout ce qu'on peut partout où on peut. Et il faut comprendre que moi, dans le chemin de Tchouva, j'ai eu pas mal de rencontres, etc. Et donc, je me suis aussi inspiré de ce que mes amis proches ont fait, comment ils ont fait. J'ai mon meilleur ami qui m'a beaucoup influencé, qui était en pharma. Et voilà, il révisait ses cours, mais il écrivait pas. Donc, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire comme ça pour essayer de s'adapter, à avancer. Et donc, j'arrive là-bas, et c'est Sukkot, je crois. Et dans l'équipe, en fait, j'ai eu la chance, je vous ai pas dit, mais donc, il y avait ce fameux Salomon Sebag, vraiment un monsieur que j'apprécie beaucoup encore aujourd'hui. Et il y avait donc un autre juif qui est devenu mon boss, qui était un juif d'Anvers, qui a fait les Shiva, qui était à Getset, c'était vraiment quelqu'un qui venait du monde orthodoxe, etc. Et donc on était sur 8, on était quand même déjà 2 à faire Shabbat. Et arrive Sukkot, et moi je viens au travail. Voilà, vraiment je raconte que parce que ça doit donner de la force aux gens. J'ai pas de but de dire les choses que j'ai fait qui sont pas censées être ce que la Torah demande. Mais j'arrive au travail et là, il y a le boss de l'équipe qui était un Anglais, qui s'appelait Nick. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Comment ça ?» Pourquoi Avi et Salomon, ils sont pas là et toi, t'es là? Et là, je dis « C'est incroyable. » Là, c'était ma première leçon vraiment sur le message que je veux véhiculer aujourd'hui à tous nos auditeurs, c'est que si on se tient pas fort dans son judaïsme, les non-juifs, ils comprennent pas. C'est pas moi qui le dis, le rabbi, il a été très virulent, en tout cas très prolixe sur ce sujet, où il dit que plus t'es fier de ton judaïsme, et plus les non-juifs ils comprennent. Plus t'es entre deux, et plus ils comprennent pas. Et donc je suis là, c'est Sukkot, il me dit mais pourquoi t'es là? Et je me dis c'est incroyable. Et donc ça rend dans ma tête qu'il y a un truc qui va pas. Mais donc je suis toujours dans ce chemin où j'avance, je mange kasher style, voilà. Ça va jusqu'à des niveaux très extrêmes de dire je vais dans un restaurant taref, mais je mange du saumon cru. Voilà, je suis allé dans tous les extrêmes de ça, de cette espèce d'inconfort, cette espèce d'incohérence que j'ai poussé à l'extrême pendant de nombreuses années. Sur comment essayer de faire des efforts pour Dieu parce qu'on sent que c'est ce qu'on a envie, mais d'un autre côté, on est dans un monde on n'a pas grandi dans un monde froum, pratiquant, on est déjà dans le monde du travail, etc. Et un moment qui a été marquant, c'est que c'était l'été. Et donc, je commençais à faire de plus en plus souvent Shabbat. En fait, j'avais enchaîné peut-être 5-6 Shabbatot d'affilée. Prochain, j'ai un copain à Londres qui était aussi dans la finance, qui nous recevait tous les samedis midi, etc. S'il nous regarde, il se reconnaîtra. Et il m'a donné vraiment un vrai ta'anouk pour le Shabbat. C'était vraiment le ta'anouk Shabbat. On allait chez lui samedi midi, on avait des belles tables, on chantait, on discutait, c'était très très sympa. Et donc, en fait, je faisais Shabbat parce que c'était vraiment sympa. Alors que avant, souvent, quand je faisais Shabbat, j'étais un peu seul, limite dans le noir. Tu sais, t'as des vols électriques, tu les fermes parce que tu veux dormir, mais d'un côté, le lendemain, t'es dans le noir. Donc j'avais fait plusieurs fois Shabbat, mais c'est un peu ces plans-là. Et là, je prends un peu à Londres un goût pour le Shabbat. Déjà, tous les vendredis soirs, il y avait un Bet Rabat pour les étudiants. Un certain Rabbi Israël, qui est devenu ensuite mon rave là-bas, où les gens adoraient aller, même les gens, tu vois, qui étaient de passage, tout le monde allait là-bas. Donc c'est vraiment très sympa, on se retrouvait entre Français, bonne ambiance. Donc j'ai pris un goût au Shabbat là-bas. Juste avant que tu continues, je trouve que c'était plus simple d'apprendre la religion à Londres plutôt qu'à Paris. Il y a deux points. Et le premier point, c'est que quand tu es un expat, de manière générale, ma femme aussi, elle a été expat, elle c'était à Shanghai. Et en fait, quand tu es expat, en fait, tu te resserres sur ce que tu as de plus cher, tu n'as pas ta famille et tout. Et
Donc en fait, c'est forcément, c'est aller à des Shabbatot, rencontrer d'autres juifs et tout ça. Donc tu verras beaucoup d'histoires de gens qui sont expatriés et qui finalement avancent dans le judaïsme grâce à ça. L'autre point, c'est que le monde anglo-saxon, il a rien à voir pour le judaïsme d'un point de vue du jugement. Voilà, je t'ai raconté l'anecdote de ce Nick qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je te raconte maintenant la seconde qui a été marquante. Je commence à faire Shabbat et donc je rentre le vendredi soir souvent à Paris parce que quand t'es français, t'aimes rentrer à Paris, passer ton week-end à Paris avec tes copains, même si à Londres il y avait des très bonnes ambiances, mais t'aimes. Et une fois je suis dans l'Eurostar et c'était connu que l'Eurostar il y avait beaucoup de retard, etc. Je prends une marge et je me retrouve coincé dans l'Eurostar. Donc là c'est vendredi avant Shabbat. C'est vendredi avant Shabbat et je me retrouve coincé dans l'Eurostar. Et j'appelle mon Rav et je lui dis écoute, là il y a des grandes chances que je sois coincé, qu'est-ce que je fais? Et il essaie de m'expliquer, il me dit écoute, tu vas donner un non-juif, tes affaires, il va le mettre dans une consigne et tout. Je comprends pas très bien. C'est là où j'ai réalisé vraiment que quand on connaît la halakha, je dis pas que je la connais, mais en tout cas plus on étudie, plus on la connaît, plus c'est facile de se sortir de situations compliquées. Alors que quand on connaît pas, on veut faire un petit peu l'autruche, ça n'aide en rien. Et donc en fait, typiquement, voilà, si ça arrive aujourd'hui, oui, effectivement, tu as un goy, je quitte le porte, tu le mets dans une consigne, tu te débrouilles un peu. Mais donc là, je me retrouve avec un vrai dilemme, qu'est-ce que je fais? Et mes parents, ils m'attendent, tous les vendredis soirs, ils m'attendaient pour faire Shabbat. J'avais ma vaisselle chez eux, tu vois, ils se donnaient du mal j'avais ma propre vaisselle chez eux, parce que j'avais augmenté dans la cache-route évidemment, donc j'avais ma vaisselle, on faisait tout sur la plata, etc. Et je me dis, quand même, mes parents, là, si je rentre à pied, ça me prend 1h30, ils vont s'inquiéter et tout. Et j'ai pas le courage. J'ai pas le courage et je fais ce que beaucoup de gens de mon niveau à l'époque faisaient, c'est-à-dire dire, je commence Shabbat une fois que je suis chez moi. Donc moi, j'avais plein de copains qui faisaient ça, malheureusement. Heureusement, parce que comme on a dit, chaque effort compte, mais c'est pas ça le message que je veux véhiculer aujourd'hui. De dire, je suis au travail, j'ose pas dire à mon boss que je suis chômeur Shabbat, donc je bosse jusqu'à 19h et puis je commence Shabbat après. Et donc, je fais ça. Je rentre à Paris. Et tout le week-end, ça me travaille. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris cet Eurostar? Pourquoi j'étais dans le train et tout ça? Et je me dis, il faut que je répare. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, OK, je rentre lundi matin, je vais voir mon boss et je lui dis que maintenant, je suis chômeur Shabbat, officiellement. Parce qu'en fait, je le faisais depuis quelques semaines, mais c'était l'été, donc il n'y a pas d'incidence. Je partais du bureau à 5h, à 6h. Mais en hiver, à Londres, pour partir du bureau, faire Shabbat, il faut partir à 2h parfois. C'est très difficile. C'est-à-dire dans la finance. Quand tu es dans les marchés financiers, l'essentiel, c'est la présence. En fait, les marchés financiers, il faut comprendre, tu es sur le bureau en fonction de ton activité, mais on va dire, moi, j'arrivais à 7h30, parce que j'étais pas dans ceux qui arrivaient les premiers, parce que j'allais à la tefila justement le matin. Parfois, je me suis pris une réflexion une fois ou deux, mais j'arrivais à 7h30 et jusqu'à 17h30, 18h. Et en fait, tu manges sur le desk, tu vis sur le desk, tu bouges pas. D'accord, tu vas aller aux toilettes, tu préviens quand tu vas aux toilettes, parce que ça va très vite, et donc il faut vraiment qu'il y ait toujours quelqu'un qui regarde ce qui se passe. Et donc, partir à 14h le vendredi, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu as des projets à faire et tu dis, OK, je vais bosser dimanche pour le rattraper. Non, c'est que toi, tu es responsable d'un livre. Donc, moi, à l'époque, je traitais la petite histoire, je faisais le shekel. J'étais trader sur le taux d'intérêt en Israël. Et je faisais aussi les options donc, dans toutes les monnaies émergentes, donc l'Afrique du Sud, la Turquie, la Pologne. Et donc, en fait, le problème, c'est que personne en plus savait couvrir ce book. Donc, comme moi, j'étais pas là, sur le desk d'options, en gros, c'était un peu la Bérésina. Parce que c'était un book peu de gens savaient traiter. Et donc, dire je pars à 14h, c'était vraiment compliqué. Mais là, dans ma tête, c'était clair. Il n'y a pas. S'ils veulent me virer, ils me virent. Mais lundi, je vais le voir et je lui dis que je fais Shabbat. Entre-temps, mon boss, c'était plus ce Nick, c'était devenu Abraham. Et forcément, moi, je me disais, lui-même, il fait déjà Shabbat. On a un autre qui fait Shabbat, il va me dire, écoute, Maxime, peut-être on te change d'équipe, peut-être on te vire, parce que, en fait, même si on est ce qu'ils appellent inclusive, on accepte l'autre, etc., mais en fait, on a besoin de gens sur le desk. T'es arrivé, tu faisais pas Shabbat, maintenant tu veux faire Shabbat. Oui, c'est vraiment... parce que les deux autres, ils sont remplacés par des autres. Mais les autres, ils ont toujours fait Shabbat. Donc en fait, il y a un roulement, il y a un truc. Et puis en plus, ils étaient là depuis le début, c'était des gars très seniors. Enfin, personne ne va rien leur dire, tu vois ce que je veux dire. S'ils sont pas contents, ils s'en vont et la banque, elle est perdante. Moi, ça faisait que 2 ans que j'étais là, ou 1 an et demi que j'étais là. Donc ils m'aimaient bien, mais enfin, j'étais pas irremplaçable, clairement. Donc, mais il fallait tellement que je répare ce moment où j'avais pas fait, c'est le bon choix. Parce que j'aurais pu juste me mettre à la consigne et voilà, je serais rentré chez moi à pied, je regardais, je respectais Shabbat. Et j'ai pas eu le courage de le faire, donc ça m'a donné une grande force ensuite. C'est vraiment la lumière qui vient de l'obscurité, comme il dit souvent le rabbi. Ça m'a donné une grande force de dire, voilà, lundi matin je vais y aller, s'il me vire, il me vire. Et je le prends dans une salle et je lui dis, voilà, je veux dire un truc, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, maintenant je vais faire Shabbat. Je dis comme ça. Et donc là, comme je dis, vraiment, le plus probable c'était qu'il allait me dire, écoute, c'est très compliqué, comment on va faire? Et là, il m'a dit, Mazel Tov, il m'a fait un câlin.
Et donc là, j'ai compris que, encore une fois, quand on est fier d'être juif, et peut-être que s'il avait dit avec un ton, j'étais venu en lui disant, écoute, Avi, tu crois que ce serait OK si je fais Shabbat? Je dis, Avi, maintenant je vais faire Shabbat. Et en fait, t'es fier d'être juif, t'es fier de quitter, et t'es intransigeant là-dessus. Et les juifs, ils le comprennent mieux, et les non-juifs, ils le comprennent mieux. Et donc, en fait, j'ai commencé à partir à 14h. Donc, les autres, en plus, ils étaient un peu jaloux. Alors, pourquoi d'un coup, il part à 14h? C'était comme ça. Donc, j'ai commencé à partir à 14h en hiver grâce à ça. Et c'est comme ça que ça m'a donné vraiment une vraie force pour le Shabbat. Tu sais, si tu demandes à la plupart des juifs que tu côtoies, est-ce que tu mangerais Yom Kippour? Ils vont te dire non. Parce que dans leur tête, c'est comme ça, c'est indélogeable. Bah, tu manges pas Yom Kippour. Et donc, en fait, ça, c'est cette étape qui m'a dit, voilà, Shabbat, c'est comme de manger Yom Kippour, il y a pas, tu fais Shabbat, c'est tout. Donc ça, c'était un événement marquant qui m'a permis donc d'avancer dans mon judaïsme. Et aussi, tu as appris de là qu'il ne faut pas voyager le Et j'ai appris de là que, voilà, vraiment, pour tous ceux qui voyagent juste avant Shabbat, je vous déconseille surtout l'Eurostar. Je n'ai rien contre l'Eurostar, mais ils m'ont fait plusieurs fois des galères de 3 heures dans le train. C'est une halakha. Et du coup, tu restes combien de temps à Londres? Donc après cet épisode, je reste encore un peu plus de 3 ans. Je suis resté 4 ans et demi trader chez JP Morgan. Au bout de 2 ans, mon boss qui m'avait embauché, il est parti dans un fonds d'investissement. J'ai eu la chance de prendre sa place. Donc j'étais un gars jeune, mais avec un rôle senior. En fait, j'étais un junior, parce que tu sais, il y a une classification dans les banques. T'es analyste, associate, VP, c'est bon, c'est des trucs comme ça dans le monde de l'administration. Moi, j'étais associate, mais j'avais un book senior. Parce qu'en fait, personne d'autre savait le traiter à part moi. Donc je fais ça pendant encore 3 ans. Et en parallèle, je continue à avancer donc, dans ma tchouva là-bas. Voilà, comme je t'ai dit, des rencontres très marquantes, des gens qui donnent envie d'avancer, etc. Au bout d'un moment, mon book il marchait pas très très bien, mon activité elle était pas très fun et ça commence un petit peu à me saouler le trading. Et je me dis j'aimerais bien faire plutôt une start-up. J'aimerais bien changer d'activité. Et en fait, quand j'ai dit aux gens, je pense que je vais arrêter JP Morgan, ils m'ont dit mais t'es un fou. C'est ça. Surtout quand t'es senior. Voilà, t'as un book senior, t'es super bien vu, tu gagnes bien ta vie. T'as des belles perspectives d'évolution et il dit pourquoi t'arrêtes et donc en fait pendant un premier temps je demande à mon boss de bosser de Paris. Je dis j'aimerais bosser de Paris. Tous les gens rêvaient de bosser de Paris parce qu'on avait il y a un bureau JP Morgan place Vendôme et c'était très dur, il n'y a pas de place, il était tout petit. Et moi je vais voir mon boss, je dis écoute j'en ai marre, voilà ma famille elle est à Paris, je veux être avec ma famille, il savait que mon job il était devenu moins drôle, il y avait moins d'intérêt pour mes produits et tout. Je dis je veux rentrer à Paris. Il me dit, laisse-moi faire, je vais voir. Et il arrive à négocier que tous les vendredis, je bosse du bureau de Paris. Donc tous les jeudis soirs, je prends l'Eurostar. Et le vendredi, je suis place Vendôme, donc dans les bureaux. Sauf qu'il n'y avait pas de place sur ce qu'on appelle le trading floor. C'est un open space où t'as les gens qui, un peu dans les films, c'est pas vraiment comme ça, comme dans la réalité, mais qui crient, etc. Il n'y a pas de place. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils voulaient tellement me garder qu'ils me disent, écoute, on va te créer un bureau. Et dans la cafétéria, ils coupent la cafétéria une petite partie et me créent un bureau. Ils mettent mes écrans, ma boîte comme ça, etc. Et donc tous les vendredis, je suis là, dans une salle fermée à commander mon petit repas cachère tous les midis pour traiter de Paris. Donc au début, je me dis, ah là, c'est magnifique ce qu'ils m'ont fait et tout, mais très vite, je me dis, c'est pas une vie, tu vois, tous les jeudis sans prendre l'Eurostar, les retards en plus, t'es entre deux, il te faut 2 appartements. Au bout de 4-5 mois de faire ça, je vais voir, je dis, écoutez, là, je veux arrêter, etc. Et ils me disent, mais pourquoi? On va te donner, ils me disent, écoute, si tu restes, on te donne une autre devise, tu vas faire une autre devise. Je dis non, et je donne ce machal, cet exemple. Je dis, tu sais, quand tu as été remplaçant au Real Madrid, tu étais le petit prodige, tu étais le joker du Real Madrid pendant j'étais pas un prodige, mais j'étais vraiment le joker de luxe, tu vois. Je pouvais faire toutes les devises, j'étais celui qui comprenait le produit que moi je faisais dans l'équipe. Voilà, je me laissais pas trop faire, mais c'était jeune, tu vois, tout le monde me respectait plus ou moins, etc. Et je dis, tu sais, quand tu as joué au Real Madrid, mais que tu es sur le banc pendant 1 an, bah en fait, t'aimes plus le foot. Donc à ce moment-là, j'aime plus trop le trading, j'aime plus trop la finance. Et je veux vraiment me lancer dans une nouvelle aventure. Donc je veux me lancer dans le monde de la startup. Et donc, en tout cas, je démissionne. Je négocie avec eux un départ à l'amiable et tout. Ils ont vraiment été très cool avec moi. Et je rentre à Paris. Je me réveille et je me sens vraiment libre. Le premier jour, je dis c'est incroyable. C'est comme s'il y a une feuille blanche devant moi et maintenant, genre, je peux conquérir. J'avais l'impression que j'allais conquérir le monde. Et puis, j'ai mes anciens brokers qui étaient donc mes brokers Shekel. Je peux expliquer ce que c'est. Donc en fait, trader, comme on a dit, c'est celui qui donne les ordres, c'est un peu celui qui domine un peu le marché, qui donne la direction au marché, etc., qui prend des positions, qui prend des vues. Le broker, en fait, c'est un petit peu, comme on dirait, un agent immobilier. Donc en fait, quand tu es sur un marché financier,
surtout ceux que moi je traitais, comme on a dit, il n'y a pas de ce qu'on appelle d'exchange. Il n'y a pas de marché, je sais pas comment on dit en français, exchange. Il n'y a pas de place boursière. Donc en fait, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas devoir l'acheter de quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est comme si je te dis, moi je veux ton iPhone, bah, il faut que tu me le vendes. Et je peux pas aller dans un magasin iPhone, il n'y a pas de magasin iPhone. Un intermédiaire. En fait. Voilà. Et donc en fait, pour faire ça, les traders, ils ne vont pas aller directement parler l'un avec l'autre. Parce que comme on est tous en compétition, il faut qu'il y ait un espèce de boîte noire, opaque, où tu sais pas qui fait quoi, etc. Donc en fait, on a mis au milieu des courtiers, des brokers, qui eux, en fait, deviennent le marché. C'est-à-dire, en fait, chaque trader va dire à des brokers ce qu'ils doivent faire. Ces brokers ont ensuite une communauté d'autres traders à qui ils parlent. Et en fait, ils négocient entre eux. Donc c'est comme, je te dis, vraiment un agent immobilier. Tu as un vendeur d'un appartement, tu as un gars qui cherche un appartement, et lui, il doit les mettre en relation, il prend une commission au milieu. Et évidemment, un bon broker, c'est celui qui comprend la typologie du marché et qui sait aussi faire jouer le côté relationnel. Je vais en parler un petit peu après. Donc mon broker, qui était à Tel Aviv, parce que c'était mon broker sur le Shekel, comme j'ai dit, il me dit, écoute, chez nous, il y a un vraiment, quand on est sur l'Afrique du Sud, tu veux pas devenir broker. Et là, je me dis, attends, je voulais arrêter la finance. Bon, il me dit, écoute, tu auras un bon salaire, tu rentres à Paris et tout. Je me dis, écoute, j'essaie pour un an. Comme ça, au moins, si ça marche pas, je suis déjà installé. Et puis après, je me lance dans mes idées de start-up. Et puis, je me lance et ça marche pas. Sauf que, en fait, là, ce qui se passe, c'est que je me dis, j'ai pas envie de rester sur un échec. Parce que, quelque part, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand tu es chez JP Morgan, que tu as eu déjà ton book de trading et tout, en fait, il y a une sensation de dire, un peu comme j'avais eu avec HEC, de dire, en fait, so what, quoi. Il y a d'autres choses dans la vie. Donc en fait, quand on m'a dit, mais t'es fou, tu pars de chez JP Morgan et tout, j'ai pas fini tout à l'heure, j'ai dit, non, qu'est-ce qu'il y a, ça y est, j'avais un objectif, je l'ai atteint. Est-ce que la vie, c'est ça ? Non. Donc, je tente une nouvelle partie. Et là, donc, en tant que broker, c'est une nouvelle partie. Il faut comprendre que dans le monde de la finance, le broker, il est beaucoup moins bien vu que le trader parce que c'est un petit peu c'est pas le larbin, mais c'est pas le décideur, en fait. Sauf que, concrètement, le broker, il est très important dans le système. Et en plus de ça, concrètement, un broker qui marche bien, il peut gagner même beaucoup plus d'argent qu'un trader. Mais il est moins bien vu. Donc je me dis, ok, je le fais et tout. Et puis là, ça marche pas parce que c'est très dur de percer. Moi, je pensais que mes anciens collègues allaient beaucoup m'aider, etc. Mais c'est quand même dur de percer en tant que broker. Et je me dis, cette fois, non, je peux pas lâcher et tout. Je persévère, etc. Jusqu'à ce que, bon, ça décolle. Ça a mis à peu près 2 ans et demi. Et donc, depuis, ça fait maintenant, ça fait, je crois, 8 ou 9 ans que je fais ça. Donc, j'étais plus longtemps broker maintenant que trader. Mais si tu veux, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été un broker un petit peu qui se considérait comme un trader. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé cette approche de savoir ce que mes clients ils voulaient, de quoi ils avaient besoin, et essayer de leur apporter le service comme ça. Donc voilà, depuis que je suis à Paris, maintenant, je suis ce qu'on appelle broker. Ok, très bien. Et en plus, c'est dans une boîte particulière parce que c'est une boîte, il me semble, qui avait leur siège social, leur siège de base dans les Tours Jumelles. Et donc, il y a un événement caritatif toutes les années avec des célébrités, etc. Et tu es confronté à des épreuves. Chaque année, tu peux nous raconter cette histoire. Ouais, donc en fait, quand j'arrive à Paris, je deviens broker. C'est vrai que le monde de l'entreprise en France, il n'est pas que le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, chez JP Morgan, il y avait une salle de prière, par exemple. Ouais. Parfois, j'allais faire Mintra, il y avait un gars qui était avec son tapis à côté. Bon, c'est pas grave. Un gars, il prie avec son tapis à côté. Moi, je faisais Mintra un peu dans le coin inverse. Chez Crédit Suisse, il y avait un Sefer Torah. Dans la cantine de JP Morgan, il y avait des sandwichs cachers. Donc, tu vois, c'est un monde où, en gros, mais tu avais aussi des sikhs avec leur turban, la barbe. Enfin, c'est un monde très, très différent. Mon boss, il avait la kippa sur le desk. Donc, moi, je grandis là-dedans. Donc, j'arrive à Paris, en fait. Et quand j'arrive à Paris, donc, je dépasse encore, je continue encore d'avancer dans ma tchouva. Et surtout, comme je dis, quand je suis rentré, c'était les slichot. Donc, c'était lourd, il fallait avancer un peu. Et je rencontre ma nouvelle communauté qui est ma communauté actuelle. Et donc, je fais encore une étape supplémentaire. Et donc, j'arrive dans le monde d'entreprise. Bah, moi, je suis kippa, tzitzit, etc. Et en fait, je leur laisse pas trop le choix, que c'est comme s'ils veulent m'embaucher, c'est comme ça. En fait, ils savaient déjà que pour me prendre, il fallait accepter ça. Bon, en l'occurrence, à l'époque, les gars qui géraient la boîte, c'était des juifs, des bons juifs, des gens qui m'ont beaucoup aidé, et à faire ce chemin donc, de trader à broker, puisqu'ils m'ont donné la chance, et après, donc, ils m'ont laissé gérer un peu le truc comme je l'entendais. Et donc je suis en équipement ici sur le desk. Mais cette société, comme tu as dit, elle se fait racheter, elle appartient au groupe qu'on appelle BGC. BGC, pour que vous sachiez, le patron de BGC, aujourd'hui, c'est le secrétaire du commerce américain. C'est Howard Lutnick.
Donc c'est lui qui négocie tous les accords vous avez vu ceux qui suivent un peu l'actualité, celui qui négocie tous les accords de taxes d'importation, de importations avec Trump, c'est lui qui les négocie avec lui. Et donc c'est une très très grosse boîte, une boîte cotée en bourse, et ils avaient leur bureau dans les Tours Jumelles. Donc malheureusement, il y a des employés de cette société qui ont perdu la vie le jour des Twin Towers, le 11 septembre. Et donc en fait, ils ont institué que chaque année, le 11 septembre, ils font ce qu'on appelle un Charity Day. C'est-à-dire qu'en fait, dans les bureaux, à Londres, à Paris, à New York, il y a des célébrités qui viennent et qui essaient de récolter de l'argent pour l'association qu'ils défendent. Comment ça marche? Le trader, il sait qu'aujourd'hui, il va traiter avec nous et que tout l'argent que ça va produire, toutes les commissions qu'on va prendre sur toutes les transactions, elles vont aller entièrement pour les associations de charité. Donc forcément, les traders, ils jouent le jeu, les banques de manière générale jouent le jeu de dire « Ok, on va traiter plus, on va faire plus de transactions, on va être moins difficile, on va être moins exigeant pour qu'il y ait des gros volumes et que l'argent soit reversé à des associations de charité. » Et en contrepartie, tu traites avec un joueur de foot, avec le prince Harry à Londres, avec Harrison Ford, je sais pas quel acteur, n'importe qui à New York. Et donc chaque année, on a ça. Donc chaque année, le 11 septembre, il y a cet événement. Tout le monde l'attend parce que forcément, les gens ils sont contents de voir des célébrités, etc. Bon, moi, pour être très honnête, j'ai une approche un peu différente aujourd'hui. Quand arrive ce jour, je me dis tout de suite, bon, montrez-moi la liste, et je regarde c'est qui les juifs. Et je me dis, ok, à qui je peux essayer de mettre les tefilines? Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, pas mal de gens que je connais pas en général, des gens je sais pas, des réseaux sociaux ou trucs, des comédiens, bon, moi je les connais pas. Mais donc je demande un peu, je me renseigne. Et c'est vrai qu'on a eu des belles histoires. On a réussi, grâce à cette journée, à mettre les tefilines à pas mal de gens célèbres, si ça veut dire quelque chose. Et donc c'est un moment sympa. Voilà, t'as aussi toutes les Miss France qui sont là ce jour-là. Souvent, t'as la Miss France qui vient tout le temps. Donc elle comprend pas trop, tu vois, elle approche, elle voit moi sur mon bureau, bon, je suis avec la barbe, j'ai une photo du rabbi, j'ai un gros cadre du rabbi. Je comprends pas trop, peut-être que c'est mon grand-père ou quoi. Elle arrive très avenante et tout, et moi je suis très fort, bonjour madame, je comprends pas quoi, tout le monde est trop content de voir Miss France. Enfin, moi j'en ai rien à faire de voir Miss France. Enfin, au contraire, je préfère juste rester cordial, envoyer une bonne image, mais ça s'arrête là. Et donc c'est une journée qui est assez marrante, et effectivement, donc voilà, on a pu Hashem mettre les tefilines à Michel Jonas, qui était un peu l'idole de ma mère, je crois. C'est un chanteur qui était très connu pour nos parents. L'année dernière, je crois, on a mis Eli Chouraki. La vérité, je sais même plus, on a mis à pas mal de célébrités. Je sais qu'il y a Elise Moon qui a dit qu'il allait les mettre, qui était pressé, mais qu'il allait les mettre au Betraba dans moi de chez lui, juste après, il m'a promis. Bon, voilà, c'est un moment qui est sympa, qui est drôle. Mais en gros, le message, c'est pas de dire que j'ai mis les tefilines à une célébrité, parce que j'ai mis les tefilines à Michel Jonas ou que je les ai mis à David Bismuth, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Un juif, c'est un juif. La question, c'est de dire, si déjà tu es dans un milieu, si Dieu l'a voulu que tu es dans un milieu, il faut que tu imprègnes ton environnement. Ça, c'est vraiment un message qui était très fort que le rabbi a transmis à tous les chassidim. Te dire, voilà, toi, tu étais chanteur avant, maintenant, tu vas faire des concerts cachers, tu vas influencer des gens dans la tchouva. Donc voilà, moi, j'étais trader, etc. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans l'entreprise. Je sais que j'ai un rôle très important à jouer pour influencer mon environnement et ne pas me faire influencer. Donc ça, c'est la fameuse histoire des Charity Day. Et on m'a dit d'ailleurs que ton bureau, c'est l'endroit où tout le monde vient mettre les tefilines. En fait, effectivement, vraiment, Baruch Hashem, on a réussi à faire que beaucoup de gens ont mis les tefilines au bureau depuis ces 10 dernières années, à peu près, dont certains qui ont recommencé à mettre les tefilines parce qu'on les a saulés chaque jour. Je suis pas seul, il y a mon associé qui le fait aussi. J'avais un ami très proche qui était avec moi chez GFI qui le faisait aussi. Et t'as beaucoup de gens qui en fait juste n'ont pas le réflexe, n'ont pas l'habitude, et ils ont remis les tefilines. Maintenant je sais qu'ils mettent les tefilines tous les jours aujourd'hui parce qu'on les a remis ensemble au bureau. Pas grâce à moi, c'est vraiment la vision du rabbi d'insister pour qu'un juif il doit mettre les tefilines. Et c'est vrai que c'est le stand, en fait c'est par dépit. À la base on avait une salle, donc moi je prenais ma salle, j'appelais ça mon bureau, c'était une salle fermée. Ils me l'ont enlevé, j'en ai demandé une autre. J'ai dit voilà, tu sais, parfois je dois faire des entretiens téléphoniques, des stagiaires, il me faut une salle. Ils me l'ont enlevé encore. Et donc, en fait, maintenant, par dépit, il n'y a plus de salle. Donc, tu pourrais dire, bah, ok, t'as pas de salle, tu vas pas mettre les tefilines devant tout le monde. Mais en fait, le rabbi, il nous laisse pas nous reposer comme ça sur des fausses excuses. Donc, en fait, effectivement, par dépit, aujourd'hui, les gens ils mettent les tefilines sur mon bureau physique. On se cache un tout petit peu. Le but, c'est pas non plus que les gens ils soient choqués. Mais c'est vrai qu'on n'a pas peur d'afficher que, voilà, il y a pas mal de gens, à peu près 2-3 chaque jour, qui mettent les tefilines sur le bureau. Et dès qu'il y a des nouveaux qui arrivent, on essaie de voir, est-ce qu'on peut les trucs, les attraper. Voilà. On mettra la photo, il y a ton bureau, c'est marrant parce qu'on voit tous les écrans de finance, il y a la photo du rabbi et il y a les paires de tefilines à côté pour que les gens justement... Et même sur Bloomberg, parce que Bloomberg c'est le réseau où on discute en finance, on m'a dit qu'on te pose des questions sur le judaïsme, en halakha. Ouais, en halakha, non, je suis en halakha, je laisse les gens plus qualifiés que moi répondre, mais c'est vrai qu'il y a des gens, même parfois, des gens qui me voient avec les sites marcher donc dans les allées, qui me disent c'est quoi ça
Bon, alors après, en fonction de si c'est un juif, c'est pas un juif, je réponds différemment. Mais c'est vrai que sur Bloomberg aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient à Paris parfois, qui étaient à Paris avant, par exemple, avec qui je mettais des films. Maintenant, ils sont à Dubaï, ils sont à n'importe quoi. Donc, ça m'arrive de leur écrire, de leur dire alors, t'as mis les TF, c'est quand je mets les TF, je peux pas physiquement leur mettre les TF. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, avec le monde digital, il y a une diffusion du journalisme qui est énorme. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, envoyer un message sur Bloomberg pour dire à quelqu'un est-ce que t'as mis les TF aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais concrètement, si lui met les TF, c'est énorme. Voilà, la dernière anecdote en date, je pense qu'elle est vraiment sympa à raconter, c'est justement un collègue qui était aussi un ancien trader, qui est devenu broker, à qui je mettais de temps en temps et qui me dit est-ce que, donc quand arrive Pessar, j'amène des boîtes de massage Shmurot. Je les laisse en évidence. Et puis j'essaie de donner à tous ceux que je sais qui sont juifs, qui en ont besoin, qui peuvent en avoir besoin pour des voisins ou quoi. Et il vient, il me dit tu peux me donner à mon stagiaire. Le stagiaire, il m'a pas l'air juif. Parce que c'est important d'essayer de faire attention aux gens qu'on a en face. Est-ce qu'il y a des juifs qu'on peut aider Il n'a pas l'air juif. Et donc je lui donne la boîte. Et de lui-même, il me dit ouais, moi je suis musulman. Mais en fait, je sors avec une juive. Donc là, je suis pas très content. Et en fait, mes beaux-parents, je veux leur ramener je suis invité pour le Seder de Pessah chez mes parents. Et donc, je veux leur ramener ça. Je sais pas si lui, il a cru que c'est un cadeau ou quoi. Mais je dis, c'est incroyable, les chemins de Dieu. Et c'est parce que j'ai donné une boîte de matzot à un musulman qui était respectueux et qui a dit, je veux être poli, je vais amener une boîte de matzot. Ces gens-là, apparemment, ils n'avaient pas de matzot shmurot à leur Seder. Ils ont eu des matzot shmurot à leur Seder parce que il y a le petit copain musulman de leur fille qui a eu les Incroyable. au bureau. Et pour finir sur le métier de broker, il y a aussi ce qu'on appelle les rendez-vous clients. Ouais. Et ça, c'est très difficile quand on est juif religieux. Alors, comment tu fais pour gérer avec ça, justement, et expliquer d'ailleurs ce que c'est les rendez-vous clients? Et vraiment, là, je te remercie de m'avoir reçu, Ariel, mais la raison principale pour laquelle j'ai accepté, c'est vraiment de véhiculer ce message qu'il faut être fier de qui on est, de son judaïsme, être fort. Il faut pas être faible dans son judaïsme, il faut être vraiment... On dit, il faut être stark. Et donc, en fait, concrètement, quand j'ai commencé ce métier, je savais que j'allais devoir m'adapter. Donc, c'est un métier avec du relationnel client. Il y en a plein de métiers comme ça. Donc, typiquement, les clients, ils aiment bien qu'on les sorte au restaurant. Ils aiment bien qu'on les emmène voir des gros matchs de foot. Ils aiment bien je ne sais quelle autre chose. Dans les années 2000, les années 90, la finance, c'était assez sauvage. Donc, il y a eu tout type de choses dans lesquelles un juif religieux ne peut pas se trouver. Donc, moi, je sais que je rentre dans un milieu où, concrètement, maintenant, je ne suis plus moi le client. Moi, j'ai besoin c'est plus moi le client, c'est plus moi le trader. Maintenant, je suis le broker, donc j'ai besoin des traders. Donc, comment je vais faire pour ne pas être piégé dans ce système où, en fait, tu dois les sortir, tu dois être un peu copain avec eux et tout, mais alors que c'est compliqué pour moi, c'est pas un monde, c'est pas du tout le monde dans lequel je peux être. Donc, je me dis, il y a un truc qui est facile, c'est d'être le meilleur. C'est-à-dire que concrètement, tous ceux qui te disent non, mais tu sais, c'est difficile parce que mon concurrent, il emmène dans un restaurant Michelin, c'est difficile parce que lui, il travaille le Shabbat et tout. Si t'es le meilleur, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, un juif au travail, ça doit être un exemple. Il doit venir tôt le matin, il ne doit pas sacrifier ce qui passe en premier, c'est-à-dire la tefila, étudier, etc. Mais il doit être un exemple qui vient à l'heure, qui part à l'heure, qui est sérieux. Et donc, ensuite, j'ai pas la même chose que les autres à leur offrir. Je vais pas leur amener du divertissement à outrance pour essayer d'être copain avec eux. Je leur dis, moi, je vous amène de la qualité. J'étais trader, je comprends ce que je fais, je suis honnête. Tout le monde sait que je suis un gars qui ment jamais. Concrètement, voilà, dans la finance, malheureusement, il y a des débordements. C'est un monde de shaker. C'est clairement un monde de shaker. Et forcément, tu as souvent envie de te dire, mais attends, mon concurrent, il lui raconte n'importe quelle salade. L'autre, le trader, il n'a pas été broker, donc en fait, il s'imagine même pas que le mec peut mentir autant. Et en fait, ça marche. Et moi, je peux pas faire ça. Comment je vais faire? Donc, la première réponse, c'est il faut être plus compétent. Il faut être meilleur. Et il faut être honnête. Et tout le monde apprécie ça. Ensuite, effectivement, tu peux t'adapter. Donc, typiquement, moi, mes clients, ils savent que si on va sortir, à la limite, c'est un match de foot. Très honnêtement, quand je vois des matchs de foot, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le foot. Je suis plus du tout, je connais même pas les joueurs. Donc, je fais un peu semblant que ça m'enthousiasme et tout, mais concrètement, bon, je connais pas trop. Mais ça, on va dire que c'est... Tu vois, il faut juste réfléchir. C'est quoi un truc sympa que tu peux amener à tes clients qui n'est pas un problème pour un juif room? Un match de foot, voilà, ils vont voir un match de foot. Toi, tu regardes. Ok, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas Beatlesman parce que c'est pas une perte de temps, parce que c'est ton travail, donc c'est normal. Et puis, eux, ils sont contents et t'as trouvé un moyen approprié. Maintenant, t'as aussi l'option de les emmener dans un restaurant cachère, mais il faut pas avoir peur. Donc, moi, typiquement, ils savent que s'ils veulent manger avec moi, ou si moi je veux leur proposer, je leur propose un restaurant cachère. Maintenant, est-ce que je vais les emmener dans un boui-boui? Non. Il faut pas non plus être bête, faut pas foncer tête baissée. Tu sais que les gars, ils ont l'habitude de très beaux restos, pas cachers, etc. Donc tu cherches des trucs un peu sympas. Et donc, une anecdote sympa là-dessus, c'est que un très très gros client, c'est un des plus gros traders du marché.
il m'a toujours été cordial, m'a respecté, tout ça, de par mon passé, mais on n'avait pas de lien particulier. Et je dis à mon associé, écoute, faut qu'on aille à Londres, faut qu'on aille voir un peu les gars, on y va passer souvent, faut pas oublier que tous mes concurrents, ils sont à Londres aussi. Donc moi, je suis à Paris. Déjà, je suis loin, en distance, et en plus, je suis avec la barbe, le chapeau, là, qui passe, ce que tu veux. Concrètement, les khatris là, a priori, tu te dis, mais qu'est-ce que le gars, il fait broker? Mais c'est très, très important de comprendre que déjà, là où Dieu il t'a mis, bah, tu dois en tirer le meilleur. Et moi, j'ai eu la chance que je suis arrivé dans ce monde avant d'avoir ces défis-là. J'avais d'autres défis, j'avais des plus petits défis, comme on a raconté, le Shabbat, le Sukkot, mais pas à ce point-là comme aujourd'hui, où vraiment aujourd'hui, je vais vraiment essayer j'espère, de rien faire qui n'est pas dans la halakha. Donc, comment tu fais? Bah, Dieu, il t'a mis là-dedans, tu te débrouilles. T'es jamais le rabbi dit toujours, on n'est pas dans une situation, on n'est pas dans une situation dans laquelle on est coincé. On n'est jamais coincé. On se met dans une situation et Dieu nous donne les armes pour en sortir. Donc, je lui dis, écoute, j'ai réservé un restaurant cachère. Ils ont fait un très beau restaurant cachère à Londres. Un peu classe, dans un hôtel classe, etc. J'ai une table, est-ce que tu veux venir? Et il me dit, je sais pas, faut que je regarde. Donc là, mon associé, il me dit, écoute, je pense que c'est juste un non poli. Je dis, non, je pense pas. Je pense qu'il m'aurait dit, non, cash. Et puis le dimanche soir, c'était lundi que j'avais la table, le dimanche soir, et il me renvoie un message sur WhatsApp et il me dit, est-ce que c'est toujours bon pour demain? Incroyable, le bitachon, quand même. Il faut savoir que moi, un truc qui m'a vraiment beaucoup influencé dans cette gestion du travail et de la Torah, c'est la notion de bitachon. Il faut savoir que les gens ne savent pas forcément, mais le rabbi, c'est un spécialiste du bitachon. La question du bitachon, la différence entre qu'est-ce que c'est bitachon, qu'est-ce que c'est emunah, et ça, c'est débattu par nos sages. Le spécialiste vraiment du bitachon, c'est le rabbi. Moi, j'ai eu la chance donc d'étudier ça plusieurs fois, et je sais que c'est une clé qui change la vie. Et donc, quand le gars me dit je sais pas et tout, je reste confiant. Je dis voilà, bitachon, c'est vraiment confiance absolue en Dieu que tout va se passer bien. Pas tu dis bon, au pire, il m'a pas accepté, c'est pas grave et tout. Non, ça va se passer bien, tu es confiant en Dieu, que même si tu le mérites pas, tu vas avoir un bien visible et tangible. Et donc, je me dis voilà, je fonce. Et le gars me dit bon, ok, c'est toujours bon pour demain. Je dis oui. Et là, je dis à mon associé écoute-moi bien, il veut parler de judaïsme. Mon associé me regarde et dit qu'est-ce que tu racontes? Je dis écoute, le gars, ça fait 20 ans qu'il fait de l'Afrique du Sud. Même si je suis pas mauvais dans ce que je fais, il n'a pas besoin de moi. Il m'accepte alors qu'il avait un truc déjà prévu et tout. Moi, je te dis, il veut parler judaïsme. Alors, mon associé, il se moque de moi. Il dit, tu dis n'importe quoi. On va au dîner, s'assoit. Mon associé, il se lève pour aller aux toilettes. Et je précise que mon associé, c'est aussi un juif pratiquant. Je lui rends hommage parce que c'est grâce à lui que je suis là. Dès que je m'absente, c'est lui qui me couvre. Parce qu'on a dit, il faut toujours être là. Donc, c'est mon binôme indéfectible. Et voilà, je rends hommage. Et donc, il se lève pour aller aux toilettes. Et dès qu'il s'est pour la toilette, le client il me dit je peux te poser une question? Je dis ouais. Il me dit qu'est-ce que tu penses de la conversion libérale? Et je l'avais senti. J'étais sûr que c'est ça dont il parlait. Et alors là, je pars sur 2 heures de dîner, ce qu'on appelle chez nous un farbrengen. C'est vraiment, j'ai parlé de tout ce que le rabbi pense, que pourquoi est-ce que il y a cette loi noachide, que c'était pas juif, alors sois un bon non-juif, respecte les lois noachides. Que si tu veux te convertir, bah alors convertis-toi de manière cachère. Sinon, c'était entre deux, t'es chauve des deux côtés, comme on dit, ça sert à rien. Donc j'ai parlé de ça pendant tout le repas. Il était là à boire mes paroles. C'était incroyable comme expérience parce que lui, c'est le donneur d'ordre d'habitude, c'est le client, c'est lui qui domine le marché, c'est un des plus gros. Et là, je suis en train de dîner avec lui et je lui parle de judaïsme et il va me poser des questions comme un enfant qui veut apprendre, qui a soif d'apprendre. Et je suis sorti de ce dîner et ça m'a vraiment troublé. Je me dis, mais c'est incroyable, là, je pratique comment Dieu gère le monde, voilà, quand t'es un balai sec, quand tu travailles. Donc, tu as la chance de voir vraiment la main de Dieu au quotidien dans ces épisodes, dans ta parnassa, dans plein de choses. Et ça m'a vraiment touché pendant plusieurs jours de me dire, il faut que je me rappelle cette histoire toute ma vie. Comment le plus gros client qui me calculait pas, je me retrouve à dîner avec lui et il est là comme un enfant qui a soif d'apprendre sur la Torah. Au final, pour l'instant, voilà, il s'est pas converti. Mais en l'occurrence, il était marié avec une juive. Ses enfants, ils étaient juifs. Donc tout de suite, je me suis mis en mode, ok, j'ai des choses à faire là. Donc ensuite, je lui ai envoyé des matzot. Je lui ai envoyé à Purim aussi des mishloach manot pour sa famille. J'essaie de le faire convaincre. J'essaie de convaincre donc sa femme, elle fréquente ce qu'ils appellent un temple libéral. Je sais pas très bien comment le qualifier, mais en tout cas un lieu libéral où là-bas, j'essaie de dire écoute, va, il y a un Bet Rabad en bas de chez toi, va au Bet Rabad. Tu sais, on accepte tout le monde, ils accepteront de tes enfants, ta femme, etc. Même toi, si tu veux te convertir et tout, moi, je peux t'aider, etc. Mais c'était vraiment un moment incroyable. Et encore une fois, je me suis dit, mais voilà, peut-être que, je me suis vraiment dit à ce moment-là, je me dis, peut-être que j'ai fait toute cette carrière pour ce moment-là. Peut-être pour sauver ces 2 enfants qui sont juifs.
et qui en fait vont retourner à leur judaïsme parce que j'ai parlé à leur père de ça. D'accord. Et tu parles très souvent du Rabbi, du mouvement Chabad, donc c'est eux qui ont réussi à te rapprocher plus qu'un autre mouvement. Tu peux nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ouais. Pourquoi tu t'es tout de suite senti attiré vers ce mouvement? Il faut savoir que j'ai commencé par ne pas aimer Chabad. Donc à 16 ans, comme je vous ai raconté, j'ai mon pote qui me dit viens on met les TF. Lui-même en fait, il fréquentait un Chabad à l'époque. Aujourd'hui, il est dans d'autres mouvances, mais qu'importe. Et je lui dois beaucoup parce que c'est quand même lui qui m'a remis un peu sur le chemin. Et il me dit donc il me dit on met les TF, etc. Et donc comme on a dit, on commence à manger cachère. Donc je suis en Floride, ce fameux stage de tennis. On achète la dinde au supermarché, on a une glacière, ça n'a pas de frigo dans la chambre, on met la dinde dans des glacières pour garder la viande cachère comme ça. Et bon, on se dit bon, on va aller quand même dans un restaurant cachère. Donc je marche dans la ville, ça s'appelait Fort Lauderdale, et je marche dans la ville et je cherche un restaurant cachère. Incroyable, je marche et je tombe sur des Bahourim Chabad. Je vois deux petits jeunes comme ça et tout. Donc je vais les voir, je dis hey, moi je suis tout content. Je vais les voir, je dis je cherche un restaurant cachère. Et le gars il me répond un des deux, t'as mis les TF? Et là, je me sens super vexé. Parce que moi, il savait pas lui. Et moi, je viens de commencer à mettre les tefilines. Je cherche un restaurant cachère, et au lieu de me dire, ah, bien sûr, tiens, je t'indique et tout, et après de me dire, voilà, au fait, t'as mis les tefilines, lui, il est concentré sur sa mission, et il m'ignore un peu. C'est un jeune, ok, il faut comprendre que c'est rien en soi. Mais moi, sur le coup, je le vis pas bien. Donc à ce moment-là, je me dis, ouais, j'aime pas, ces Chabad, ils sont un peu trop intrusifs. Ça a été un moment très fort, parce que déjà, au début, ça a fait que j'ai pas eu forcément une bonne expérience avec Chabad, mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand moi, je suis le petit jeune qui va mettre les tefilines, etc. aux gens, je me rappelle toute ma vie que c'est très important voilà, de prendre en considération l'autre, d'être respectueux, de s'intéresser à lui, même s'il va pas mettre les tefilines. Ok, c'est injuste, tu t'intéresses à lui, tu lui demandes comment ça va, il va pas mettre les tefilines, il va pas mettre les tefilines. Lui, c'est vraiment, encore une fois, c'est juste, faut comprendre, parce que je suis sûr que tout le monde l'a déjà vécu, quelqu'un qui vient et dit « Ah, t'as mis les TF ?» En fait, le rabbi, il a tellement montré par A plus B comment est-ce que ça peut changer la vie de quelqu'un, et moi, je suis un produit de ça, donc je peux vous le dire. Tu mets les TF une fois et ta vie, elle change. Donc quand toi, tu sais ça, forcément, tu vas voir les gens, t'as envie de leur mettre les tefilines, tu sais que ça peut changer sa vie. Par Avat Israël, par amour de l'autre, t'es obligé. Donc t'as l'objectif en tête, et en fait, t'es concentré sur l'objectif, et donc tu dis « Est-ce que t'as mis les TF ?» Donc quand t'as 14, 15, 16 ans, t'as pas forcément toujours le recul de dire « Attends, peut-être que je vais le faire de manière un petit peu plus courtoise ou un peu plus sympathique, comment je vais approcher, peut-être trouver une approche un peu sympa, parce que tu vas dans un restaurant parler à quelqu'un que tu connais pas, c'est dur, tu vois, il faut trouver une façon sympa. Donc première expérience, pas bonne. Et donc je fais, tu vois, on va dire, je prie dans un Batar Eliaou, parce que je sais plus lire, donc je prends en phonétique, donc je prie dans un Batar Eliaou parce que c'est celle qui est en phonétique. Et puis un jour, je me dis non, quand même, ça faut arrêter cette blague et tout. Et donc je reprends un CDR de reprendre à lire, de faire des télim et tout pour mieux lire, etc. Et en fait, avant de partir à Londres, je me rapproche beaucoup d'un dentiste qui donne des cours de chassidoute à la synagogue, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc je découvre la chassidoute, en particulier le Tanya. Je me rappelle, il commence à parler, la manima, la divine, que toi tu as des pulsions, en même temps tu sens qu'il y a Dieu, mais tu as des pulsions de pas faire la volonté de ce qu'il faut, etc. Et ça me parlait une tonne. Et là, je me sens vraiment attiré par ça. Et en parallèle, mon meilleur ami, lui, il s'était déjà rapproché de Chabad. Et puis, il faut dire que lui et moi, on est Ashkenaz. Et donc, je me dis quand même, bon, c'est pas grave, mais pourquoi je prie dans un Batar Eliaou? Moi, je suis Ashkenaz, moi, je suis fier de qui je suis, tu vois. Et puis, avec le temps, je découvre qu'en fait, ma grand-mère, donc la mère de mon père, elle est née dans la même ville que le rabbi à Nikolaïev, à 2 années d'écart. Donc, ça se trouve, ils sont côtoyés, ils sont croisés. En plus, ça s'appelait Chaya, c'est un nom qui est chassidique. Je découvre que le grand-père de ma grand-mère, donc cette fois maternelle, il s'appelait Menachem Mendel. Donc, est-ce que ça pouvait être soit Kost, soit Chabad. Donc, finalement, t'as tout ton héritage qui retombe. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, le makif, ce qui est transcendant de pourquoi je choisir Chabad. Maintenant, le vrai choix fort, c'était la chassidoute et aussi l'intensité du rabbi. Moi, je sais pas si on l'a entendu dans tout ce que je dis, mais peut-être un peu dans mon parcours dans la finance, je suis quelqu'un qui aime l'intensité. Mes parents, ils m'ont appris, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Et on a parlé un petit peu offline tout à l'heure des études. Pour moi, ce qui compte aujourd'hui, enfin pour moi, la vision qui m'a été transmise, c'est que tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Et si tu le fais à fond et que t'es bon dedans, ça a de la valeur. Mais si t'es juste un petit peu un pot de fleurs, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans la Torah, dans les mitzvot, dans le travail, etc., bah t'es à côté du sujet. Donc en fait, je cherchais l'intensité. Dans le sport, je voulais toujours, tu vois, je voulais faire sport-études, même si j'avais pas le niveau en soi, mais je voulais faire sport-études.
Quand je faisais un sport, je faisais à fond, je faisais 6 heures par semaine, pour chercher cette intensité, aller au bout des choses. Et vraiment, quand on m'a présenté le Rabbi, là, j'ai pris un éclat de lumière, j'ai dit, c'est incroyable. Il y a une intensité dans tout. Si tu regardes le programme du Rabbi, le programme type d'un Chassid Chabad, tu te lèves tôt, tu vas au Mikvé, tu étudies Chassidout, tu fais la Tfila, tu étudies après la Tfila. Après, tu as un balai sec, tu vas dans le monde, tu as un balai sec, tu travailles. Quand tu es dans ton travail, tu es un chaliard, donc tu dois mettre les tefilines aux autres, tu dois un truc, tu gères tes affaires communautaires, tu rentres le soir, tu t'occupes de ta vie de famille. A priori, si tout va bien, tu as une famille nombreuse. Et puis, en plus, même dans la Torah même, le Rabbi, il demande aux gens de faire ce qu'on appelle chitat. Je ne sais pas si vous savez, c'est donc Chumash, Télim, Tanya chaque jour. Donc ça prend déjà du temps, mais c'est pas tout. Il demande de faire. Il y a le Rabbi Rayas, le Rabbi précédent, il a institué Amud Yomi. On ne fait pas de Daf Yomi, mais il y a Amud Yomi. Il y a, bref, d'étudier des Sichot du Rabbi, des Mahamarim, étudier la Gemara, étudier la Chassidut, aller sortir mettre les tefilines. Enfin, en fait, tu t'arrêtes jamais. Et donc, en fait, quand j'ai vu ça, et que, évidemment, que le Rabbi, l'intensité que lui met dans sa vie, elle est folle. C'est que quand tu vois comment il reçoit les gens, chaque mot qu'il dit, c'est calculé au millimètre pour l'aider à faire, tu vois, pour l'aider à réaliser la chance qu'il a d'être juif et tout. Moi, je suis devenu fou. Je dis, c'est incroyable. Et en fait, j'ai vraiment fait un choix de lumière, quoi, un choix fort de lumière, de dire, mais ça me parle énormément, cette intensité, en fait. Cette intensité, ce vouloir de... Voilà, même, tu vois, par exemple, dans la cache-route, voilà, on demande à ses chassidim d'être strict, dans la cache-route, dans le limoud, ils demandent d'être strict, dans tout, ils demandent d'être strict. Après, ce que nous, on arrive à faire, c'est chacun, on n'est que des hommes. Mais en tout cas, le programme, il est vraiment... C'est plus dur que le Summer Internship de JP Morgan. Ok, et pour finir, dernière question, quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent se lancer dans la finance ou ceux qui sont déjà dedans pour réussir à être religieux? Est-ce qu'il faut poser les conditions dès qu'on rentre? Après, comment on s'arrange avec tout ça? Moi, je pense que évidemment c'est plus facile de poser les conditions dès le début. Moi, je suis un miraculé. Ils auraient pu me dire non, je me retrouvais, j'avais plus de job. Maintenant, vraiment, c'est le message que je veux véhiculer. Il faut être fort. Quand tu es dans le monde de l'entreprise, il faut être fort. Les khatrila, a priori, je pense que pour un juif religieux, être à son compte, c'est plus facile. Être dentiste, être médecin, avoir sa boîte, c'est plus facile. Maintenant, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Déjà, on a Dieu à nos côtés. On a tous nos maîtres, tous nos amis, toutes les générations avant nous qui sont à nos côtés pour nous permettre de faire une demeure à Dieu ici-bas dans un travail qui soit dans le monde de l'entreprise ou pas. Et donc, si tu rentres dans mon entreprise, tu es intransigeant sur tes valeurs. S'il te vire, il te vire. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui gère le monde. Donc, s'il te vire, bah, ok, tu trouveras un autre travail. Et évidemment que ça peut paraître un peu illuminé, mais quand on le fait avec conviction, déjà, je vous garantis qu'il y a moins de chances de se faire virer en faisant ça qu'en étant entre deux. Les gens ne comprennent pas qu'on est entre deux. Et deuxièmement, vis-à-vis de Dieu, quoi, de montrer qu'on est prêt à relever le défi et que c'est comme ça qu'on aura la bracha. Voilà, le monde de la finance, je pense pas que c'est le monde le plus approprié pour un juif religieux, mais c'est pas impossible. Et donc, si on veut faire ça, on peut le faire. Et il faut le faire en se disant, ça va être ma shlichut. C'est-à-dire que moi, je veux être trader, je veux être gérant de hedge fund, je veux être n'importe quoi. Et j'y vais, et ça va me permettre justement de diffuser le judaïsme dans ce milieu, qui est un milieu fermé a priori. Parce que forcément, quand tu es dans une salle de marché, bah, tu accèdes à des gens auxquels d'autres gens ne peuvent pas accéder. Quand tu es, je sais pas moi, tu travailles chez Total, bah, tu vois des gens, peut-être il y a un juif qui se rappelle même plus qu'il est juif, tu vas lui offrir des bougies de Hanouka, il va allumer la Hanouka, sa vie elle va changer. Donc, il ne faut pas se mettre de limites, il ne faut pas se mettre d'obstacles. Mais il y a quand même des choix qui sont plus appropriés. Les khatrila. Maintenant, si on veut vraiment aller dedans, ensuite, être ferme, être confiant. Et ça, les gens, ils respectent beaucoup plus. Ok, super. Merci beaucoup, Maxime. Avec grand plaisir.